Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. La population mondiale estimée à 7,7 milliards d'habitants en 2019 devrait passer à environ 9,7 milliards d'habitants en 2050. Selon les projections, d'ici les années 2060, le taux de fécondité devrait atteindre 2,1 naissances par femme, soit le taux nécessaire pour que les populations se stabilisent sur le long terme. La Côte d'Ivoire compte, selon le dernier recensement général de la population, un peu plus de 29 millions d'habitants. En quoi la population est-elle un atout pour le développement? C'est le thème de cette émission et pour en discuter, nous recevons deux experts du domaine. Professeur Loba Valérie est avec nous, bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors vous êtes professeur titulaire de géographie et responsable de CapDev IGT. On aura l'occasion d'en savoir davantage tout à l'heure. Sur notre plateau également, docteur Bosson Ebi Joseph, il est maître de conférence et membre de CapDev IGT. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors professeur, la première question pour les téléspectateurs. CapDev IGT, qu'est-ce que c'est, simplement et brièvement? Alors on va commencer par la fin. IGT, c'est l'Institut de géographie tropicale de l'Université Houphouët-Boigny. Et le CapDev, c'est le groupe de recherche et d'enseignement qui s'occupe des questions d'études de population. Donc CapDev, c'est cartographie, population et développement. Donc on travaille sur ces questions-là à l'échelle des territoires et des sociétés. D'accord, on le disait hors antenne, quand on parle de géographie, de géographe, est-ce que la perception de la population est celle qu'elle devrait avoir sur votre métier? Pas vraiment. Je pense que pour le commun des mortels, les géographes sont destinés à enseigner, alors que notre métier, métier d'enseignant, nous avons formé plusieurs cadres de ce pays qui travaillent sur plusieurs projets au niveau du développement. Donc c'est une discipline qui est plurielle. Qui est plurielle, qui est au centre de toutes les autres disciplines. D'accord. Dans un des chiffres de l'ONU, il est fait mention de l'évolution de la population, de la démographie. Il aurait fallu des milliers d'années pour qu'on atteigne 1 milliard d'habitants, mais seulement en 200 ans, on a atteint un peu plus de 7 milliards. Professeur, comment est-ce qu'on peut expliquer cette démographie qui est assez galopante? Le point de départ donc, de ce qu'on appelle, les experts appellent le boom démographique, c'est l'après-deuxième guerre mondiale. Après 1945, la courbe donc, de croissance a pris une allure telle qu'on assiste à pratiquement un doublement de la population presque toutes les 2 décennies. Si les pays dits industrialisés ont réussi à canaliser pour des questions d'équilibre entre ressources et population, ont réussi à canaliser donc, le rythme de la croissance démographique, dans la plupart des pays du Sud, qualifiés comme les pays en voie de développement, la question de la maîtrise de la natalité n'a pas pu se faire à cause d'un certain nombre de pratiques et ce que les Occidentaux appellent donc des pesanteurs culturels avec des comportements natalistes. Donc le progrès à certains niveaux en termes d'encadrement médical, d'encadrement social, accompagné avec une certaine perception traditionnaliste de ce qu'est la natalité, fait que certains pays du Sud ont des indices de fécondité qui sont un peu plus élevés que ce que les pays industrialisés qui tentent, eux, à canaliser la croissance démographique. Voilà. Donc c'est un peu cet état de choses-là qui fait que, de façon générale, le monde est en train de connaître une croissance démographique assez importante. D'accord. Je voulais rebondir sur... En fait, cette croissance rapide de la population est liée à la mortalité qui est en chute et à la fécondité qui s'est maintenue. Donc, croissance démographique élevée liée à la mortalité et à la fécondité qui est élevée. Donc pour ce qui concerne la baisse de la mortalité, cela pourrait être dû au développement aussi de la science. Au développement de la médecine, au développement de l'hygiène. Voilà, ça va faire que on va jouer sur la mortalité. Okay. Et le développement de la médecine aussi va faire que on va pouvoir contrôler les naissances. Ça veut dire que au niveau des naissances, on arrive maintenant à soigner les plus jeunes. Donc, faible mortalité infantile, faible mortalité à tous les âges, ce qui va faire qu'on aura un boom démographique. D'accord, parlons du boom démographique. Nous allons revenir au cas de la Côte d'Ivoire. Il y a un dernier recensement qui est sorti et qui fait état de plus de 29 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Alors, professeur, quel est le principe pour le recensement général de la population? Comment ça se passe? Alors, le recensement, c'est une opération technique qui relève donc de la compétence de
certains de nos confrères de sciences sociales qui sont des démographes. Il y a une certaine proximité entre les géographes de la population et les démographes parce que nous, on utilise les ressources produites par les démographes pour faire nos analyses de la répartition de la population et des effectifs. Donc les démographes ont des principes pour organiser et lancer une opération de recensement et ce sont sur la base donc, des travaux et de la maîtrise et si vous voulez, de l'opérationnalité méthodologique des démographes que le recensement se déroule. C'est une opération technique qui se déroule sur des périodes allant de 10 ans en moyenne. Tous les 10 ans, la plupart des pays organisent donc régulièrement des opérations de recensement. La finalité, cette opération technique permet donc de soutenir les actions de développement, de planifier, d'organiser et de programmer la vie des États et des nations. C'est essentiellement cela qui motive cette opération qui, rappelons-le toujours, doit être plus une opération technique relevant de la compétence et de l'entière responsabilité des démographes que d'autres choses. On s'imagine que pour de tels calculs, il y a des marges d'erreur. Est-ce que les chiffres avancés sont forcément ou exactement cela? Au niveau de la Côte d'Ivoire, je peux dire qu'aujourd'hui, le premier recensement de 1915, on peut dire que c'était un bon recensement. Le recensement de 88 aussi, 98. Mais le recensement de 2014, moi je pense beaucoup plus à une estimation démographique. Celui de 2021, on n'a pas encore les résultats exacts. Donc on parle d'estimation de population 29 millions d'habitants. Il y a souvent des marges d'erreur. D'accord, voilà. Avec 29 millions d'habitants, quelle interprétation vous faites par rapport au développement du pays? Est-ce que c'est un véritable atout pour la Côte d'Ivoire? Il faut dire que 3/4 de la population ivoirienne est jeune. Donc la jeunesse de la population est un atout pour le développement si cette population est bien formée et a une bonne santé. Voilà les conditions dans lesquelles cette population peut contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. D'accord, avant certainement de continuer à contribuer au développement, mais professeur, quand vous jetez un regard sur ces plus de 29 millions d'habitants, est-ce que ces 29 millions d'habitants c'est une population, je dis, qualitative pour contribuer au développement où il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir? Oui, effectivement, le collègue a dit tout à l'heure que c'est des résultats, effectivement, le gouvernement a publié. Mais nous, dans notre entendement des praticiens et des techniciens, on attend que nos collègues démographes et toute l'équipe technique publie les tomes qui accompagnent le recensement. Sinon, je pense que c'est le dernier chiffre de 29 300 000 habitants à peu près qui a été communiqué en Conseil des ministres. Je pense que c'est le chiffre officiel. Mais on attend donc que tous les tomes posent. Qu'est-ce qu'on appelle les tomes? C'est l'analyse de toutes les variables qui accompagnent le recensement. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, la population est un atout pour le développement. Parce que ce sont les hommes qui exploitent les ressources et ce sont les hommes qui, à leur tour, doivent mettre leurs compétences en valeur pour que les équilibres du développement puissent être maintenus. Mais comme le collègue a dit tout à l'heure, pour que cela soit, il n'y a de richesse que d'hommes. Et toutes les nations qui ont connu des essors importants ont misé sur les ressources humaines. Donc, c'est un atout. Pour la Côte d'Ivoire particulièrement parce que nous avons une tradition de pays qui fait la promotion de l'immigration, un pays d'accueil. Donc on reçoit beaucoup de populations, des gens qui viennent participer et contribuer à notre développement. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être maintenu, mais qui doit être contrôlé. Et ça, c'est essentiel pour, on va peut-être en arriver, mais maintenir donc les équilibres écologiques parce qu'on a un pays qui est essentiellement dont le développement est essentiellement basé sur l'exploitation de ressources naturelles. Donc, la sécurité foncière, la sécurité agricole, la sécurité alimentaire sont essentiellement des choses qui devraient être prises en compte. Or, ce sont les hommes qui exercent d'importantes pressions. C'est pour ça que les résultats des recensements sont importants. À partir du résultat des recensements, on sait qui se trouve où et qui fait quoi. On peut donc faire une très bonne planification pour le développement. C'est le but de tous les recensements, la finalité. Avec les PND chaque année. Penser le développement à partir de ce que les hommes sont, où ils se trouvent et avec quelles compétences. Voilà pourquoi le collègue insistait tout à l'heure sur la capacité de former et de maintenir cette population en excellente santé, en ce moment que la population peut contribuer, peut être un atout. Sur ces questions, dans notre jargon théorique, il y a souvent deux grands clivages qui s'opposent. Il y a ce qu'on appelle le courant malthusien qui dit qu'il faut absolument veiller pour qu'il y ait un équilibre parfait entre population et ressources, ce qui ne peut pas forcément être toujours le cas parce que les ressources tendent à s'amenuiser pendant que la population continue de croître.
Mais il y a un autre courant de pensée qui dit que toute population, tout effectif, quel que soit le nombre, quelle que soit l'ampleur des densités qui peut en déduire, c'est un atout. Parce que les hommes ont toujours la capacité, grâce à ce qu'on appelle le possibilisme, développement technologique, de transformer tous les handicaps en avantages. Voyez-vous, je disais il y a quelques jours comme ça à des étudiants, qu'est-ce que vous savez que Las Vegas c'est en plein désert, mais c'est la capacité, vous voyez, la capacité d'une population formée, la capacité d'un développement technologique qui a permis donc de transformer ce désert en un véritable essor économique. D'accord. Actuellement, l'actualité, c'est la question de la cherté de la vie. Est-ce que cette croissance démographique, ce nombre de plus en plus élevé d'habitants en Côte d'Ivoire peut avoir un lien avec la cherté de la vie? La croissance démographique peut avoir un lien sur la cherté de la vie. Parce qu'il faut désormais planifier pour plusieurs personnes. Pour plusieurs personnes. On prend au niveau de la famille. Si vous avez un enfant, vous n'aurez pas les mêmes dépenses que quelqu'un qui a 10 enfants. Donc la forte croissance démographique peut impacter aussi la cherté de la vie. D'accord, parlons maintenant de la répartition de la population sur l'espace géographique. Nous le disions, selon les chiffres de l'ONU, d'ici à 2050, il y aura 66% de la population qui va vivre en ville. Oui. Quel est le cas pour la Côte d'Ivoire? Déjà en Côte d'Ivoire, nous avons 53% de la population qui vit en milieu urbain. Et il faut dire que cela est dû au fort dynamisme interne. Ça veut dire qu'en ville, on continue de faire beaucoup d'enfants. Et ajouté à cela, on a l'exode rural, les populations en milieu rural qui migrent vers les centres urbains. Et en Côte d'Ivoire, on a l'immigration internationale. Quand vous prenez le cas de la ville de Bouaké, Bouaké est, je veux dire, la troisième ville malienne en termes d'effectifs de la population. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de Maliens à Bouaké. Donc une forte population migrante dans les villes ivoiriennes. Donc cela va engendrer certains problèmes. Donc il faut créer des infrastructures pour accueillir ces migrants, pour accueillir ce flot de population. Il faut construire des établissements scolaires pour pouvoir éduquer cette population. Il faut construire des centres de santé pour pouvoir soigner cette population. Donc voici les défis auxquels nos villes sont confrontées. D'accord, au nombre des défis, s'agissant de la population qui est en train de s'accroître de plus en plus, les salaires n'évoluent pas, les revenus sont pratiquement les mêmes, les charges augmentent. Professeur, dans de telles conditions, comment les populations vont-elles survivre? Pour ne pas rentrer dans le discours malthusien qui veut absolument rechercher l'équilibre, je pense qu'on a des ressources. Je suis de ceux qui pensent que la Terre n'est pas encore surpeuplée. Je pense qu'on a encore de l'espace, on a des possibilités parce que dans ce que nous enseignons, il y a ce qu'on appelle le déterminisme et le possibilisme. Et je reviens toujours sur le possibilisme parce qu'on a des capacités technologiques qui peuvent nous permettre de répondre à un certain nombre de besoins. On a des ressources qui ne sont pas encore exploitées. On a beaucoup de possibilités sur le plan des matières premières. On a beaucoup de possibilités pour répondre aux défis de la crise énergétique. On a des solutions, il y a des alternatives qui existent qui ne sont pas encore exploitées. Donc le génie de l'homme peut résoudre ce problème. Parce que à trop tirer sur la question de maintenir des équilibres démographiques, on risque de tomber dans les travers de ce que les pays développés aujourd'hui connaissent avec un vieillissement. Voyez-vous, une ville comme Bergame en Italie qui a été frappée par la Covid, mais c'est essentiellement des personnes du troisième âge qui peuplaient cette population. Par la suite, ça crée des problèmes de déséquilibre parce que quand la population connaît un vieillissement très important, après, en termes de taux de dépendance, il n'y a plus suffisamment d'actifs pour s'occuper de cette population. Or, quand on a été trop antinataliste, entre guillemets, on n'a pas pensé à faire la promotion donc, du renouvellement de la population, ça pose un problème de bras valides. Voyez-vous, aujourd'hui, un pays comme le Canada se lance dans ce qu'on appelle l'immigration voulue, l'immigration encadrée, parce qu'il y a un besoin de ressources humaines, il y a un besoin de ressources humaines. Donc, pour les pays africains en particulier, je pense que le problème n'est pas forcément un contrôle de croissance démographique, mais plutôt une question de travailler sur les questions d'ordre possibiliste, c'est-à-dire faire du développement à partir de ressources endogènes pour répondre aux besoins de cette population. Parce que les ressources, je pense que le continent africain, c'est pas ce qui manque. Il faut juste une volonté politique et de l'ingéniosité pour répondre aux questions d'aujourd'hui et de demain. D'accord. Récemment, vous avez organisé une activité, un séminaire de 2 jours à la faveur de la Journée mondiale de la population avec des thématiques bien précises. On aura l'occasion de certainement tout à l'heure faire un bref bilan de CapDev IGT en termes d'initiatives, d'activités. Mais docteur, dites-nous, une Journée mondiale de la population pour cette année, quel est le message qu'il faut envoyer, soit aux dirigeants, aux populations elles-mêmes, mais au monde entier?
Alors, il faut dire aux gouvernants, aux dirigeants de prendre en compte les problèmes de population dans tous les programmes de développement pour que ce développement soit viable. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut interroger les nouveaux défis démographiques qui pointent à l'horizon. Comme le professeur vient de le dire, la population est en train de vieillir. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a peu de gériatres. Donc il faut former des gériatres qui vont prendre en charge ces populations qui sont en train de vieillir. Il faut aussi créer des centres de santé pour les populations encore jeunes, parce que pour qu'une population participe au développement, il faudrait que cette population soit en bonne santé. D'accord, professeur. Sur le bilan au bout de 5 ans, beaucoup d'initiatives ont été faites, des enquêtes ont été publiées, on en parle. Alors, au niveau de CapDev, notre champ en tant que géographe de la population, notre champ, c'est vraiment la population, ses activités dans l'espace. Alors, on a travaillé sur des questions qui touchent au quotidien. On a une enquête qui est disponible sur le squat résidentiel dans la commune de Cocody. Cette nouvelle pratique que des terrains non exploités sont mis en sous-location pour ce qui arrive à amplifier dans le paysage la promotion de l'habitat informel, la précarité de l'habitat. On a mené une enquête qui s'est intéressée aux performances des étudiants. On a comparé la situation de ceux qui vivent à Korogo et ceux qui sont à Abidjan. Quelles sont les raisons qui font que les niveaux de performance peuvent être altérés? On peut parler brièvement par rapport à ceux qui vivent à Korogo, ceux qui vivent à Abidjan. Les niveaux de performance sont à quel niveau? C'est pratiquement les mêmes réalités. Nos étudiants sont confrontés dans leur quotidien à un véritable souci d'encadrement social. C'est essentiellement ça, d'ordre financier et puis d'ordre de ce qui est lié au transport et à la mobilité. On a des populations estudiantines qui sont de plus en plus éloignées donc, des centres de formation. C'est qui, au terme de nos travaux, la relation a été montrée comme significative entre ce qui peut être comme une faiblesse dans le rendement et puis cette variable géographique qui est l'éloignement en termes de distance. D'accord. Quand des études sont menées, des enquêtes sont publiées, elles sont publiées à l'endroit de qui? Quel est le suivi par derrière? Parce qu'on se plaint dans nos pays qu'il y a des chercheurs qui cherchent, parfois les résultats ne sont pas publiés, ne sont pas vulgarisés. Les résultats ne sont pas vulgarisés. Très souvent, les résultats de nos recherches restent au sein même des laboratoires. On essaie, à travers vos chaînes, de montrer un peu ce que nous faisons. Donc, c'est grâce aux médias que nous publions les résultats de nos travaux. Est-ce que la publication des résultats des travaux doit être l'apanage seul du chercheur ou penser même par l'université ou par l'UFR pour pouvoir en faire la promotion? Oui, ça engage un peu tout le cycle de production universitaire, si on veut parler comme ça. Mais on a nos canaux classiques de revues scientifiques, mais on a aussi la possibilité donc, de mettre à la disposition du public. Donc on passe par des maisons d'édition, on passe par des contacts directs avec des décideurs qu'on rencontre très souvent. Il arrive qu'on sorte donc de nos laboratoires et de nos bureaux pour aller au contact des décideurs. Et c'est très souvent que des retours sont quand même prometteurs et on a des accompagnements, mais on espère que cela soit un peu plus fort et beaucoup plus marqué parce que les universitaires ont quand même de la compétence à proposer pour résoudre ou bien analyser beaucoup de situations contextuelles liées à notre développement. D'accord. Si par exemple on devait revenir sur l'enquête que vous avez publiée portant sur le squat, les logements qui poussent un peu partout sur les terrains, parfois pas maîtrisés, quel est le message que vous vouliez envoyer par derrière? Ou du moins comment peut-on exploiter cette enquête pour les questions à la fois sécuritaires, pour les questions à la fois de suivi démographique ou d'installation au niveau de nos différentes communes et villes par exemple? Ce travail a permis de montrer qu'il y a un véritable problème pour la ville d'absorber une frange particulière de sa population. Ce qu'on appelle des populations de couches vulnérables sur le plan social, qui s'improvisent donc une intégration dans la ville à travers de ces mécanismes-là. Donc ça pose véritablement la question du logement et on va dire comme ça, du management donc, de l'occupation du sol en milieu urbain. Ça, c'est une étude que nous avons transmise à qui de droit. On a rencontré les autorités de la mairie de Cocody qui nous ont dit que c'était très intéressant ce que nous avons fait. Je pense que ça a été reçu en de très bonnes mains et que le problème, même par la section de la brigade environnementale de la commune de Cocody travaillait là-dessus. Donc, les chiffres que nous avons produits pourront aider les décideurs donc, à comprendre, à observer et à voir aussi la spatialisation du phénomène. Et c'est aujourd'hui cette réalité-là comme une petite part de notre urbanisation. Voilà, on a une manière particulière de faire l'exploitation des parcelles, ce qui contribue souvent à enlaidir le paysage
voilà, urbanistique. D'accord, touchons un autre volet de notre thème. Il y a une task force qui a été mise en place, task force Covid, puisqu'on parle de population, la population a été fortement impactée. Donc il y a l'après-Covid, comment la population va vivre cet après-Covid. Parlons de cette task force. Alors, la task force, c'était pour réunir des scientifiques pour réfléchir sur l'impact sociétal et spatial de la Covid en Côte d'Ivoire. D'accord, il y a eu une première phase, il y a eu donc, nous sommes à la deuxième phase. Oui, cette année, donc, c'était la seconde édition. L'année dernière, on avait réuni donc un panel de chercheurs en sciences sociales et en médecine. On avait discuté puisque la maladie est nouvelle. La circulation du virus est une réalité nouvelle et donc on essayait de comprendre les réactions de la population, la diffusion donc de la pandémie. Et cette année, nous avons gardé le cap, on a continué à travailler là-dessus. On a réuni donc des collègues qui nous ont parlé un peu des mesures barrières, comment les mesures barrières étaient reçues et vécues par les populations. On a une collègue qui nous a entretenu par exemple sur comment les femmes enceintes de plus de 45 ans vivaient le fait du port du masque. C'était assez difficile. Oui, très difficile. Donc voilà, la principale mesure barrière déjà ne passe pas. On a eu aussi une importante communication d'un collègue qui nous a parlé un peu de la place du troisième âge dans le plan de riposte. Les personnes du troisième âge ne sont pas souvent prises en compte. Tout à l'heure, le collègue parlait de absence de gériatres. Il n'y a pas suffisamment de personnel médical adapté à cette tranche d'âge. C'est vrai qu'ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont une réalité sociale, démographique et quoi qu'on dise aussi économique dans notre pays. Et donc, on a eu aussi la participation d'un virologue qui nous a montré ce qu'était le virus, comment il se manifestait et quel était l'intérêt pour les populations de prendre en compte un certain nombre de prescriptions qui sont produites. Mais ce qu'on peut dire, c'est que après seulement 2-3 ans, est-ce qu'on peut parler d'un après-Covid, puisqu'il y a toujours des vagues, il y a toujours des périodes de pic, voilà. Et donc, en tant que géographe, on est en train d'observer cela et observer aussi les comportements par rapport aux milieux sociaux. Aux milieux sociaux, comment les différents milieux sociaux perçoivent donc la manifestation de la maladie dans leur cadre de vie et dans leurs espaces. Donc, ce qui nous freine toujours à ce niveau-là, c'est l'absence de données. Comme on le dit souvent, les données ne circulent pas comme il se doit parce que il y a toute une chaîne souvent à laquelle on n'est pas intégré. Mais c'est toujours bon de se réunir et de réunir des sachants sur le prisme de l'interdisciplinarité pour comprendre un peu ce fléau de notre ère moderne. D'accord, toujours en rapport avec notre thème population et développement, quelle est la lecture que l'on devrait faire pour les prochaines années, les 10 prochaines années, quant à l'évolution de la population africaine, la population ivoirienne, toujours en rapport avec le développement? Alors, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le taux de croissance est estimé à 2,9%. Ça veut dire que la population devrait doubler dans 24 ans. Donc, si nous sommes 29 millions d'habitants aujourd'hui, en 2046, on sera 58 millions si le taux se maintient. Et quand on regarde les tendances, la population africaine va continuer de croître, la population ivoirienne aussi va continuer de croître parce qu'on n'arrive pas à vraiment fléchir le taux de natalité. Et pour réduire le taux de natalité, nous pensons à notre humble niveau qu'il faut mener une vraie politique de réduction de la pauvreté, parce que, comme on le dit en géographie de la population, le lit du pauvre est fécond et la meilleure pilule, c'est le développement. D'accord, professeur. En termes de perspective, par rapport à notre sujet population et développement, quelles sont les actions précises et concrètes que les gouvernants, ceux qui ont la responsabilité de gérer les États, devraient faire? Alors, le développement, on le définit comme l'ensemble des processus de transformation quantitatifs et qualitatifs qu'une société peut connaître. Elle passe d'un niveau qu'on appelle souvent moins organisé à un niveau plus évolué. Les philosophes vont nous dire que c'est tout le débat autour du modernisme, mais en réalité, c'est la question d'une société à se transformer qualitativement. Et ce que le collègue vient de dire est très important, c'est-à-dire que si vous voulez atteindre un développement, il faut absolument éduquer la masse. Éduquer la masse, donc, c'est faire passer le message d'une certaine responsabilité. Et cette responsabilité-là, les démographes disent qu'il faut impacter les jeunes filles avant l'âge de 10 ans ou autour de l'âge de 10 ans. Parce qu'on sait que le renouvellement de la population passe par les femmes.
La démographie nous montre que plus vous éduquez une femme, plus sa possibilité à faire naître un enfant est différée. Plus une femme dure sur les bancs, plus une femme est éduquée, le meilleur remède donc à la posture nataliste, c'est d'éduquer la femme. Ça lui donne d'autres perspectives, ça donne d'autres perspectives à la société. Donc en réalité, le commandement donc de la maîtrise de la population passe par le statut de la femme. Or, qui dit statut de la femme parle d'un certain nombre d'investissements sur le plan de l'éducation et sur le plan sanitaire. Donc le véritable défi, c'est la formation des ressources humaines. Ça, il faut que nos États le comprennent. C'est le véritable défi, c'est la formation de la population. C'est à partir de la formation de la population que toutes les transformations peuvent avoir lieu et s'exécuter. Formation et formation. Éduquer une femme, comme on le dit, c'est éduquer une nation. Une nation. Merci, professeur Loba Valérie. Vous êtes professeur titulaire de géographie et responsable de CapDev IGT. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Merci également à Dr Bosson Ebi Joseph, maître de conférence et membre de CapDev IGT. Merci également pour votre contribution. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.